Bonsoir tout le monde. Alors je ne vais pas vous demander si vous avez trop chaud parce que je pense que j'ai déjà la réponse. Alors comme vous pouvez le voir, pour ceux qui voient l'écran, le titre de cette table ronde n'est pas du tout ambitieux au travail. On a un monde à changer. On va essayer de réduire quand même un tout petit peu le sujet. Donc ce soir, on va parler du travail, de comment lui redonner du sens, comment travailler moins, mais mieux, mais aussi dans la bonne direction pour construire une autre société. Et on va aussi plus généralement parler d'économie, comment transformer notre économie pour qu'elle devienne compatible avec les enjeux écologiques, de justice sociale et qu'elle participe à créer du bien commun. Et en regardant un peu cet après-midi, je me suis rendu compte que l'actualité nous offrait une parfaite porte d'entrée, puisqu'il y a une étude d'ampleur qui vient de sortir sur la croissance verte, qui a été publiée dans la prestigieuse revue de Lancet. Et elle montre que la croissance du PIB est incompatible avec la préservation de la planète. Grande surprise. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, les auteurs ont étudié 36 pays riches et ils se sont rendus compte qu'il y avait 11 pays qui étaient parvenus à réduire leurs émissions tout en augmentant leur croissance, leur taux de croissance économique. Seulement, à ce rythme-là, c'est-à-dire si les baisses d'émissions de CO2 dans ces pays et les taux de croissance économique poursuivent sur la même tendance, ils atteindront la neutralité carbone dans 223 ans. Voilà, donc cette étude enterre en fait clairement l'hypothèse d'une croissance verte qui nous sauverait et en conclut qu'il faut adopter une économie post-croissance. Donc c'est la question qu'on va se poser ce soir, comment est-ce qu'on va vers cette économie post-croissance et quels sont les leviers à actionner. Donc on a 1h30 pour en discuter avec toutes les personnes présentes autour de moi que je vais présenter par ordre alphabétique pour qu'il n'y ait pas de jaloux ou de jalouse. Donc on va commencer par vous, Manon Aubry. Donc vous êtes eurodéputée, La France Insoumise et présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Ensuite, Thomas Coutreau, vous êtes juste à ma droite. Vous êtes économiste, cofondateur des économistes atterrés et chercheurs associés à l'IRES. Ensuite, à ma gauche, c'est parfait en fait cet ordre alphabétique. À ma gauche, Bastien Sibyl, président. Pardon, pas du tout. À ma gauche, Charles Fournier. On continue dans l'ordre alphabétique. Donc à ma gauche, Charles Fournier, député Europe Écologie Les Verts de la première circonscription d'Indre-et-Loire. Tout à ma gauche, Bastien Sibyl, président des Licornes, donc les coopératives pour la transition que vous devez connaître, et du directoire de Mobicop, qui est la principale plateforme coopérative de covoiturage en France. Et enfin, juste entre vous deux, Fabienne Tato, secrétaire nationale de l'UGI-CT-CGT et référente pour le radar Travail et Environnement de la CGT. Alors, pour transformer l'économie de façon à ce qu'elle arrête de détruire le vivant sous toutes ses formes, il y a évidemment plusieurs leviers à actionner qui sont très différents et plusieurs stratégies. Donc, on va essayer de prendre les choses graduellement dans cette table ronde. On va commencer par l'échelle individuelle pour aller vers l'échelle des syndicats, des entreprises, l'échelle de la politique nationale, puis l'échelle européenne. Et puis, après, on va avoir une conversation plus spontanée. Donc on va commencer avec vous, Thomas Coutreau. Ce que j'ai oublié de dire dans votre présentation, c'est que vous êtes aussi co-auteur avec Coralie Pérez du livre « Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire ». Alors, j'enfonce une porte ouverte en disant qu'aujourd'hui, on a vraiment une quête de sens qui est de plus en plus importante pour certains qui peuvent se le permettre aussi dans le monde du travail depuis la pandémie. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'appuyer sur cet élan-là et redonner du sens au travail dans la perspective écologique et d'une économie post-croissance? Alors, dans les travaux que j'ai menés avec ma co-auteure Coralie Pérez, on a essayé de mesurer statistiquement, ce qu'on entend beaucoup dans le discours médiatique et politique depuis quelques années, c'est la question de la crise de sens du travail. Et donc, on s'est employé avec nos outils professionnels, la statistique et les grandes enquêtes nationales sur les conditions de travail, à mesurer ça, à essayer de voir qui trouvait du sens à son travail, qui n'y trouvait pas, et puis voir qu'est-ce qui se passe quand les gens ne trouvent pas de sens à leur travail, quels sont les ressorts de cette perte de sens, et qu'est-ce qu'ils font quand il n'y a plus de sens dans leur travail. Et alors, je vais pas vous décrire l'ensemble de nos résultats, mais juste pour vous donner une idée, d'abord, on a montré que ça n'est pas du tout un privilège de riches. C'est-à-dire que le sens du travail, on peut le trouver à tous les niveaux, dans tous les métiers, et on peut aussi le perdre dans tous les métiers. Et quand vous perdez le sens de votre travail, c'est absolument catastrophique pour votre santé psychique, c'est-à-dire qu'il y a un risque de dépression multiplié par 2, aussi bien pour les cadres que pour les ouvriers ou les assistantes maternelles. Donc c'est vraiment un problème qui concerne l'ensemble du salariat. Alors j'ai oublié de vous dire comment on a défini le sens du travail. Il y a 3 dimensions pour nous. L'utilité sociale, alors ça, dans l'économie solidaire, dans les scopes, la question de l'utilité sociale, souvent,
Bon, ça paraît à peu près résolu puisqu'on s'est fixé un objectif. On a souvent un objectif d'utilité sociale et écologique. Mais la deuxième dimension, c'est la cohérence éthique. Alors là, déjà, dans les coopératives et les associations, en tout cas dans les services publics, la question de la cohérence éthique, c'est-à-dire d'avoir les moyens de faire un travail de qualité qui correspond à vos normes professionnelles, à vos normes éthiques personnelles, ça, c'est déjà beaucoup plus problématique dans l'économie solidaire et dans les services publics. Et la dernière dimension, c'est pouvoir apprendre dans son travail, pouvoir se développer, ce qu'on appelle la capacité de développement. Et ça dépend beaucoup de l'organisation du travail. Et quand vous avez une organisation bureaucratisée, régie par des process, des procédures, du reporting permanent, comme c'est le cas dans beaucoup d'associations, voire parfois dans des coopératives, eh bien, vous ne pouvez pas vous développer dans votre travail. Vous êtes astreint et contrôlé par les algorithmes. Donc ces trois dimensions, eh bien, voilà, on a pu les mesurer, les objectiver, et on a pu montrer l'importance de leur atteinte dans la construction de la santé mentale. Ce qu'on a pu montrer aussi, c'est que le phénomène de démission, les démissions massives qu'on a observées depuis l'après-Covid, mais qu'on observait déjà dans la période antérieure, entre 2016 et 2019, eh bien, c'était largement dû à la perte de sens du travail. Les gens ne démissionnent pas en quête d'un meilleur salaire. Les statistiques montrent qu'ils démissionnent en quête d'un travail qui a plus de sens. Autrement dit, c'est une réaction individuelle, une fuite devant certaines conditions de travail et certaines organisations du travail qui font perdre du sens au travail des gens. Ils vont chercher une organisation, une entreprise, un service public où c'est mieux organisé, où il y a plus de sens. Alors, bon, pour conclure, parce que je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, hein? C'est un peu la question qui nous anime aujourd'hui. Je crois que c'est important de bien comprendre et de bien avoir en tête que cette question de pouvoir bien faire son travail, de pouvoir faire un travail qu'on ressent comme utile socialement et écologiquement, parce qu'il y a une dimension émergente aussi qu'on a aussi pu mesurer grâce aux enquêtes, qui est ce qu'on a appelé le conflit éthique environnemental, hein, c'est-à-dire le sentiment que par son travail, on contribue à détruire l'environnement. Hein. La question qu'on pose exactement dans l'enquête, c'est mon travail a des conséquences négatives pour l'environnement, toujours, souvent, parfois, jamais. Et on a 30% des gens qui disent toujours, souvent ou parfois, oui, mon travail a des conséquences négatives pour l'environnement. Et on voit bien que ça fait partie aussi de la perte de sens du travail. Mais alors justement, ces personnes-là qui sont en dissonance cognitive, et il y en a beaucoup, qui, par exemple, vont faire du zéro déchet chez elles et puis qui travaillent pour une entreprise qui détruit la planète. Comment est-ce qu'elles peuvent être accompagnées aujourd'hui pour vraiment changer de voie et que ce ne soit pas justement des phénomènes individuels, mais que ça prenne une autre ampleur? Alors, la démission, l'exit, hein, comme on dit, la fuite de ce type d'entreprise, de ce type d'organisation du travail, c'est une bonne chose en soi. Ça devrait faire pression sur les entreprises pour qu'elles... Bon, en fait, pour l'instant, ça ne marche pas. Les entreprises ne sont pas sensibles de ce point de vue-là à ce mouvement de démission. Donc oui, comment on transforme ça en énergie collective, hein, comment on transforme ça en capacité d'action collective? Et je pense que là, les syndicats ont un rôle tout à fait central à jouer en organisant la discussion entre les salariés sur pourquoi on travaille, comment on pourrait travailler mieux, comment on pourrait peser ensemble sur les objectifs et l'organisation de notre travail. Hein. À la CGT, en particulièrement, Fabienne le sait, il y a toute une réflexion depuis des années sur comment, ce que la CGT appelle la démarche revendicative à partir du travail, qui consiste à essayer de construire avec les salariés un point de vue collectif sur la manière de transformer le travail et ses finalités, avec des expériences parfois très intéressantes, qui n'ont pas encore gagné suffisamment en généralité, me semble-t-il, mais qui sont des pistes très intéressantes. Et la deuxième piste, bien sûr, c'est l'action publique. C'est-à-dire qu'on a besoin, au-delà des initiatives syndicales ou des initiatives, évidemment, de l'économie solidaire et de la multiplicité d'initiatives que vous portez, on a besoin, dans les lieux de travail ordinaires, je vais dire, dans les entreprises et les administrations, de créer des espaces, et ça, c'est la loi qui doit le faire, de créer des espaces de discussion collective, des collectifs de travail, par exemple une demi-journée par mois. On appelle ça, dans le bouquin avec Coralie, on appelle ça la réduction du temps de travail subordonné. On fait une réduction du temps de travail, ok, mais c'est pour discuter entre nous, dans l'entreprise, de comment on peut mieux travailler. On va être payé pour le faire, mais en l'absence des chefs, en l'absence de la hiérarchie. On va pouvoir dégager un point de vue collectif sur ça, ensuite poser nos demandes aux managers, et eux, ils vont devoir répondre. Et évidemment, alors, pour l'instant, ce n'est pas l'autogestion, c'est-à-dire c'est encore les managers qui vont décider,
Mais s'ils refusent et qu'ensuite il y a des conséquences négatives, ce refus peut engendrer des accidents du travail, des pollutions, alors là, il y a un instrument juridique pour engager la responsabilité pénale de l'employeur. Donc c'est une épée de Damoclès qu'on fait peser sur les décisions des employeurs, mais il faut pour ça avoir formalisé les propositions des collectifs et avoir déjà reconstruit des collectifs autour de la question du travail. Et alors ça, c'est pas facile, parce que vous savez qu'une des premières choses qu'a fait Emmanuel Macron en arrivant à l'Élysée en 2017, c'est de supprimer les délégués du personnel et les CHSCT, les comités hygiène, sécurité, conditions de travail, de supprimer donc tout ce qui est représentation de proximité qui permettait déjà à certaines organisations syndicales de faire émerger ce discours des salariés. Et le MEDEF avait bien vu le danger. Donc voilà, il faut repartir de ce point-là, en tout cas dans la discussion politique, me semble-t-il. Alors ça m'offre une parfaite transition avec Fabienne Tato. Alors donc je l'ai dit, vous êtes référente pour le radar travail et environnement de la CGT. On sait que la transition ou la bifurcation écologique aujourd'hui, elle va profondément transformer le monde du travail, qu'il y a des emplois qui vont être amenés à se transformer, mais d'autres aussi à disparaître. Comment est-ce que justement on travaille au niveau syndical pour préparer les travailleurs et essayer de changer la donne et d'aider aussi à cette transition? Déjà, les questions syndicales, contrairement à ce qu'on peut croire, elles sont travaillées depuis très longtemps par la CGT. On peut retrouver dans nos archives des interventions, notamment dans la filière énergétique, dans le secteur minier, où on faisait le rapport entre les conditions de travail et puis, là, pour le coup, l'extraction de l'énergie. Sachant qu'on avait besoin de cette énergie pour se développer. Je voudrais aussi revenir sur ton intervention. Effectivement, les syndicats sont très légitimes, particulièrement légitimes pour intervenir dans les entreprises pour traiter cet enjeu-là des questions climatiques en lien avec les questions sociales. Pourquoi ? Parce qu'on a des droits pour le faire, on est protégé pour le faire. Et on a vu des expériences de jeunes salariés, notamment, qui souhaitaient intervenir sur ces sujets-là, mais dès que ça dérangeait la direction, évidemment, le retour de bâton se faisait sentir. Et donc, nous, c'est notre responsabilité d'investir notre travail syndical sur ces questions-là. Ensuite, pourquoi au sein de l'entreprise ? Parce que l'entreprise, elle a une responsabilité particulière du fait de son impact important sur la situation du dérèglement climatique et du fait des moyens dont elle dispose pour trouver des solutions. Alors, trouver des solutions, oui, mais tout l'enjeu, c'est qu'elle ne les trouve pas seule. Et donc, il y a un enjeu extrêmement fort de participation et de droit pour pouvoir le faire, autant des équipes syndicales et notamment des élus, de vos élus dans les CSE, que des salariés eux-mêmes. Il y a une véritable urgence climatique. Cette urgence climatique, c'est aussi une urgence sociale. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on ne fera pas une transition écologique réussie si par ailleurs il y a des questions sociales aiguës qui se posent, par exemple la question du salaire. Alors je vais peut-être avancer un peu sur mon propos pour illustrer. La CGT a une revendication, celle du nouveau statut du travail salarié. Cet intitulé peut rester un peu opaque, mais l'enjeu d'avoir une sécurité sociale professionnelle, si je puis dire, c'est de sécuriser suffisamment le salarié pour qu'il soit libre de choisir son emploi. Et dans le cas des questions éthiques qui se posent en fonction de l'emploi qu'on a et de l'objectif de l'entreprise, il y a beaucoup de salariés qui voudraient pouvoir changer d'emploi pour faire correspondre l'emploi qu'ils ont à l'éthique qu'ils portent. Alors, plus concrètement, nous, ce que nous avons développé, c'est un outil concret pour permettre aux équipes syndicales avec les salariés de travailler le sujet. Pourquoi cet outil ? Parce qu'on ne peut plus en rester aujourd'hui, eu égard à l'urgence climatique, à l'urgence sociale, uniquement à proposer des formations, des webinaires. Certes, il en faut même beaucoup, parce qu'on se rend compte que même si le sujet est très présent dans l'actualité, très développé dans les médias, j'entends pour autant pas beaucoup d'intervention sur la question de la finalité de l'entreprise, sur la question de notre modèle de société, sur les modes de production, sur l'intervention des salariés, quel droit pour intervenir, quelle protection pour le faire.
et les ordonnances Macron, comme ça a été cité, ont énormément réduit les droits des syndicats. Donc moi, je vais faire un appel aujourd'hui, mais un appel vraiment vibrant, c'est pour notre avenir. Je dirais, engagez-vous. Engagez-vous dans les associations, en politique, mais aussi dans les syndicats qui restent des espaces d'expression. Et quand on parle effectivement d'espaces de discussion collectifs, les syndicats offrent ces espaces de discussion. Mais je ne sais pas, vous, en ce moment, dans quelle entreprise vous travaillez, mais la plupart du temps, vous avez des droits syndicaux que vous n'investissez pas pour le faire. C'est pour ça que je vous appelle à vous engager, à vous réunir, à discuter et à décider ensemble, étudier ensemble les propositions que vous pouvez faire, vous appuyer, donc en tout cas sur la CGT, puisque nous, on a un outil pour travailler concrètement ces sujets, à travailler pour que nous, ensuite, avec vous, on porte ce sujet. Peut-être que je réinterviendrai plus tard, plus concrètement, sur c'est quoi cet outil radar travail-environnement. Mais voilà, en tout cas, il faut vraiment passer maintenant à l'action. Merci beaucoup. Alors, pour aller un peu plus loin dans les échelles, donc on va passer au niveau des entreprises avec vous, Bastien Sibylle. Donc, vous êtes président des Licornes. Il y a un peu cette question qui flotte là depuis le début de cette discussion qu'on va essayer de traiter aussi un peu plus tard. C'est la question qui arrive un peu tout le temps quand on parle de changer le monde ou changer les choses, c'est est-ce qu'on change les choses de l'intérieur, est-ce qu'on les change de l'extérieur. Vous, avec les Licornes, vous avez décidé justement de créer des alternatives, de créer d'autres modèles d'entreprise, mais il faut le dire, il faut quand même être un peu réaliste. Pour le moment, vous êtes assez minoritaire par rapport aux autres entreprises. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez passer à échelle, en fait, changer d'échelle, et qu'est-ce qui vous manque pour le faire ? On est minoritaire, mais j'en profite quand même pour dire qu'on n'est pas si minoritaire que ça, parce que regardez cette salle, on est là tous ensemble depuis ce matin, et j'en profite pour vous le dire, puisque c'est la fin de la journée. On a passé une journée extraordinaire. Chahine me disait à l'instant qu'il y a un peu plus de 500 personnes qui sont venues participer à nos discussions. Si je me repasse le film de nos dernières éditions, vraiment quel progrès, et je voudrais le dire à toutes celles et tous ceux qui ont participé à celle-ci. Donc les amis, on est vraiment en train de progresser, et c'est tellement vrai que ce matin même, on avait du mal à parler dans le micro parce qu'il y avait un écho terrible, et en fait ce soir, ça y est, on peut enfin parler tranquillement. Donc certes, on est minoritaire, mais premièrement, on a raison dans nos constats, on a raison dans ce qu'on est en train d'entreprendre, et petit à petit, nous nous renforçons. Alors ce qui nous manque pour l'essentiel, c'est une capacité d'action financière. On a des modèles économiques qui sont des modèles robustes. On a des façons de produire qui sont en adéquation avec ce qu'exige la transition écologique, et notamment dans notre rapport au capital et à la croissance, et peut-être que je dirai un mot de ça. Pour le dire d'un mot, nous sommes une partie des solutions dont le monde de demain a besoin. Et pourtant, dans le même temps, on a la plus grande difficulté à financer nos actions. Qui marche ? Enercop fournit de l'énergie non nucléaire à 200 000 personnes en France. Ça marche, ça ne s'improvise pas. Il y a un mécanisme économique qui, derrière, est robuste. Et je ne vais pas parler de chacune des licornes. Tout le monde ici, à peu près, voit ce qu'elles font. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les financer ? Moi, quand je vais à une table de finance, je fais un tour de table financier pour Mobicop, quand j'ai les financeurs devant moi, je leur dis généralement 3 choses assez vite. Je leur dis, dans nos modèles, d'abord, il n'y aura pas de plus-value de cession. Donc, ne comptez pas sur une culbute en fin de partie. Hein. Ça, ce n'est pas possible chez nous. Parce que nous, on n'est pas là pour créer de la valeur qui n'en est pas vraiment, en fait. On crée de la vraie valeur. Donc, en fin de partie, je veux dire, pas de la valeur financière. Donc, en fin de partie, il n'y aura pas de plus-value de cession, il n'y aura pas de culbute financière. Premier élément. Deuxième élément, la loi nous autorise à verser un pourcentage de notre résultat en dividendes, mais ce que je constate, c'est que généralement, dans nos assemblées générales, nous ne les versons pas. Pourquoi ? Parce que nos sociétaires sont là pour un objectif de transition sociale et écologique.
Et donc, quand arrive la fin de l'année, quand il reste un petit peu de capacité, ils préfèrent le réinvestir dans l'outil de transformation plutôt que de l'en extraire. Généralement, quand je suis arrivé là, j'ai déjà perdu les 2 tiers des financeurs. Et dernier tiers, qui est encore à la table, je leur dis, et par ailleurs, quel que soit le montant que vous investirez dans nos coopératives, vous aurez une voix à l'Assemblée générale. Fin de la partie. Tout le monde Et vous ne vendez pas bien votre projet aussi, c'est ça le problème. Alors, la prochaine fois, allons-y ensemble. Non, mais je rigole, évidemment. Mais bien volontiers. Mais en même temps, je crois que derrière chacune de ces choses que je leur dis, il y a quelque chose d'extrêmement puissant pour la transition écologique. Parce qu'on ne fera pas la transition écologique et solidaire, il faut absolument lier les 2 termes, on ne la fera pas avec des outils financiers qui sont ceux du siècle passé. Si la finance ne modifie pas son attente quant à la rémunération du capital, nous ne le ferons pas. Si la finance ne modifie pas son attente quant à leur capacité à infléchir nos gouvernances, nous ne le ferons pas. Donc, il faut que la finance change son rapport au capital. Il faut qu'un ensemble d'acteurs financiers, publics, prennent leurs responsabilités pour investir dans nos projets qui sont prêts à faire la transition écologique. Et par rapport à ce que tu disais en introduction, Paloma, du coup, je veux absolument souligner la véracité de ton propos. Vous entendez qu'il n'y a pas de transition sans réinterroger le rapport au capital et donc au capitalisme. Donc la question d'un capitalisme vert ou du fait de dire qu'on va, avec les mêmes entreprises, les mêmes modes d'organisation qu'hier, faire la transition, ceci est un mensonge. Il faut arrêter de le dire pour une raison extrêmement simple, qui est qu'on ne fera pas la transition sans revoir notre rapport à la croissance, et on ne reverra pas notre rapport à la croissance tant qu'on ne reverra pas notre rapport au capital. Donc là, vous voyez, la salle applaudit. Généralement, les financeurs sont sortis, mais reste à nous de savoir les convaincre, et nous le ferons. Alors, juste pour terminer très rapidement, vous me disiez que vous avez, là, justement, pour ces problèmes de financement que vous étiez en train de créer un fonds de transition citoyenne pour essayer de lever 1 milliard d'euros. Et vous donnez combien de temps pour le faire et combien de donateurs vous avez pour le moment ? La question, c'est de mettre un certain nombre d'organismes de financement de nos actions face à leurs responsabilités. Nos coopératives sont insuffisamment financées pour les raisons que je viens d'exposer. Le système de financement, y compris au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire, et je ne suis pas là pour ne pas dire les choses telles qu'elles sont, y compris au sein de notre secteur, nous avons du mal à financer les coopératives. Pourquoi ? Parce que des entreprises, les sociétés de capitaux se sont développées fortement dans notre secteur et que donc les fonds d'investissement ont pris l'habitude d'investir dans ce type d'organisation. Donc là, notre premier sujet, c'est de constituer une force qui nous permette de mettre les financeurs face à leurs responsabilités en leur disant « Vous voulez faire la transition, nous avons les bons outils, nous avons besoin d'1 milliard d'euros. La Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, vient d'annoncer 100 milliards d'euros pour la transition. Moi, je dis que nous sommes prêts à en dépenser 1 de façon qui soit extrêmement performante pour la transition écologique et solidaire. » Alors, on arrive donc au niveau politique au niveau national très avec politique, vous, Charles. C'était aussi très politique, évidemment, mais ne me parlez pas en tant qu'élu. Donc, il y a différentes lois aujourd'hui qui pourraient accompagner l'émergence d'une économie post-croissance et la transformation de l'économie. Vous avez travaillé sur le projet de loi Industrie verte. Est-ce que vous pourriez expliquer rapidement ce que vous proposiez et ce qui est finalement sorti? Parce que je crois que c'est pas vraiment pareil. Je vais commencer par ce qui est sorti, pas grand-chose, et le peu qu'il y a dedans va poser problème. Donc le bilan est pas très bon. Mais peut-être juste avant de dire pourquoi le sujet qui est abordé là est essentiel, la question... Alors on mélange un peu la question du travail, la question des emplois et la question des métiers. Je pense que tout ça est bousculé aujourd'hui. La question des emplois, des volumes d'emplois, des transferts d'emplois, des disparitions d'emplois, la nature des métiers va être bousculée notamment par le contexte climatique, biodiversité, la raréfaction des ressources. Mais on a aussi le travail en tant que tel, la façon de travailler, la question du sens, la question de que veut dire travailler dans une France à 50 degrés ? Qu'est-ce que ça veut dire travailler à l'usine dans une France à 50 degrés ? C'est une question qui est sur la table. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que le partage de la valeur, le rapport capital-travail tel qu'il a été posé là, c'est toutes ces questions qui sont sur la table. Et ce qui est hallucinant,
c'est que la loi Industrie verte ne cite pas le mot salarié, ouvrier, employé une seule fois. C'est l'industrie sans les salariés. C'est-à-dire que le sujet de cette loi, c'est le mot qu'emporte tout et dont il faut se méfier, qui est la décarbonation. Ce serait le sujet central qui masque tous les autres, qui n'aborde ni les questions de raréfaction des ressources, ni les questions de pollution, ni les questions de qualité du travail, ni les questions de démocratie dans le travail. Et cette loi fait totalement l'impasse là-dessus. Moi, j'ai travaillé sur un manifeste que j'ai là, qui a un début de travail. Je vais engager un tour de France pour aller approfondir ces questions-là, parce que je crois profondément qu'à travers l'histoire industrielle, tout comme à travers l'histoire de la désindustrialisation, on retrouve les conquêtes sociales, on retrouve aussi la perte de nos droits sociaux, on retrouve l'histoire de nos territoires, les traces, l'histoire de nos banlieues, est liée, l'organisation de nos villes est liée à cette histoire industrielle. Et au moment où on réindustrialise, je crois qu'il y a des enjeux majeurs à porter. Nous inscrire dans une autre logique économique. Je crois que tu as dit qu'il fallait sortir du capitalisme, je ne peux que le partager. Je crois qu'il faut aussi sortir du productivisme, du rapport à la production, de produire plus, produire beaucoup. Il faut produire en fonction de ce que nous avons besoin. Et le travail se transformera aussi par là. Mais alors, à quoi est-ce qu'elle aurait dû ressembler, cette loi, très concrètement Déjà, il aurait fallu dire c'est quoi, justement, cette industrie verte. Pour moi, c'est une industrie verte, c'est à la fois une industrie qui change ce modèle économique, s'inscrit dans une limite de production, qui est capable de tenir compte des limites planétaires, parce que c'est ça aussi devant lequel nous sommes. C'est une industrie qui réinvente le travail, qui réinvente la démocratie dans le travail, qui réinvente, par exemple, la place des salariés dans la décision sur les stratégies de transition, qui donne de la place aux salariés sur le contrôle des aides publiques qui sont perçues dans les entreprises, qui réinvente le collectif. On a individualisé le travail, on a atomisé le travail, on a ubérisé à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est à ça qu'il faut remédier. Et il n'y aura pas de réindustrialisation, il n'y aura pas de réinvention du travail sans aller vers cette dimension collective. Et peut-être que nous avons du côté de l'ESS une sorte de mode d'emploi. Déjà là, l'ESS pour moi ne doit pas être une niche. Je crains par moment qu'elle s'est un peu considérée comme une niche dans l'économie. L'économie sociale et solidaire, juste pour la captation. Elle a vocation à transformer toute l'économie. Elle nous raconte tout ça, elle nous parle de cette gouvernance, elle nous parle de ce partage, elle nous parle des limites planétaires, elle raconte tout ça. Il y a un chemin à en faire encore pour qu'elle soit pleinement porteuse de ces enjeux-là. Je fais en ce moment l'évaluation du budget de la France consacré à l'ESS. J'ai auditionné hier les services du Trésor. C'est 9 personnes qui s'occupent de l'ESS pour le budget de la France. Ça vous dit un peu le niveau d'importance consacré au sujet. Et quand on aborde ces liens entre transition écologique, transformation sociale, c'est faible. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'ambitions qui sont identifiées. On voit bien là que l'ESS doit aussi trouver une place là dans ces logiques de transformation. Merci. Merci beaucoup. Manon... passe maintenant au niveau européen. Donc Manon Aubry, vous êtes entrée au... Comment ? Ouais, il n'y a personne pour le niveau mondial. Bon, la prochaine fois, on y réfléchira, enfin en tout cas international. Mais bon, on peut déjà faire beaucoup de choses en Europe. Donc Manon, vous êtes entrée au Parlement européen pour porter la directive sur le devoir de vigilance des entreprises. Donc c'est une directive pour tenir responsables les entreprises sur la violation des droits humains et environnementaux sur toute la chaîne de production. Où est-ce qu'on en est exactement à ce niveau-là ? Parce que c'est une directive qui pourrait justement vraiment mettre les entreprises les plus polluantes face à leurs responsabilités aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça a changé si elle était adoptée, disons, dans sa forme la plus complète, quoi. Ok. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Merci pour ce débat passionnant. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur les mutations du travail, le rôle que joue la formation, la manière dont on peut questionner aussi. Je pense qu'on a tous été assez sensibilisés par les jeunes d'AgroParisTech au moment où ils ont remis en question en disant « mais vous nous avez formés pour faire quoi ?» Mais je vais répondre d'abord à la question, je lance des pistes pour la discussion. En effet, depuis que j'ai été élue au Parlement européen, j'ai bataillé pour un texte sur le devoir de vigilance dont vous avez peut-être entendu parler, ne serait-ce que parce qu'il existe une loi en France depuis 2017. À l'époque, j'avais bataillé pour cette loi avec ma casquette d'ONG et force est de constater que la loi française a beaucoup de limites. C'est une loi qui tient sur une feuille A4 et qui, aujourd'hui, n'a pas tenu ses promesses en matière d'accès à la justice pour les victimes. Parce que l'enjeu, c'est quoi ? C'est qu'une entreprise multinationale
Elle fait remonter ses profits, elle profite de la main-d'œuvre à bas coût. Donc les profits remontent jusqu'à la maison mère de Total, de Shein, de Nike, etc. Mais par contre, la responsabilité en matière de violation des droits humains et de dommages à l'environnement, là, ça remonte jamais à la maison mère. Pas vu, pas pris. Pourtant, ils savent très bien où est-ce qu'ils se fournissent, puisqu'ils cherchent la main-d'œuvre le plus à bas coût et les normes environnementales les plus larges possibles. Et donc, l'enjeu, c'est de dépasser ces impasses juridiques pour que la maison mère qui tire profit de ce système soit aussi rendue responsable quand, je vous prends ne serait-ce qu'un seul exemple, Total déplace plus de 100 000 personnes en Ouganda avec des compensations qui ne sont absolument pas adéquates, sans que Total n'ait jamais à répondre devant le moindre tribunal pour ces violations des droits humains. Et donc, on s'est battu avec toutes les difficultés des normes européennes, puisque dans la belle démocratie européenne, nous, parlementaires européens, qui avons une légitimité démocratique, alors certes limitée, mais je veux dire, a priori, vous avez plus voté. Vous n'êtes pas obligé d'avoir voté pour moi dans la salle, je vous rassure. Mais vous avez plus voté pour des députés européens si vous avez voté que pour la Commission européenne. D'ailleurs, j'aime bien toujours faire ce sondage. Qui sait ici qui est le nom du président ou de la présidente de la Commission européenne? Je suis sûre que je suis dans une salle politisée, donc il y en a qui doivent savoir. Levez la main. Ah, c'est pas mal. Une petite moitié de salle. Eh bien, sachez que c'est la Commission européenne qui a le monopole de la proposition de loi, mais on a un petit subterfuge, c'est que comme il fallait quand même qu'on donne un peu de pouvoir aux parlementaires, eh bien, on avait le droit de faire une initiative parlementaire. C'est ce qu'on a fait. On a écrit notre texte et on a dit « Voici, bonjour la Commission, voici notre texte pour tenir responsables les entreprises multinationales dans leur chaîne d'approvisionnement. » Ce qui a forcé la Commission, elle est obligée d'y répondre, et ce qui a forcé la Commission à faire une proposition. Je vous la fais courte puisque c'est un texte de plus d'une centaine de pages qui a été âprement négocié au Parlement européen et nous avons voté au mois de juin dernier la position du Parlement européen. Ça a été une bataille ardue parce que depuis que je siège au Parlement européen, vous allez me dire ça fait pas si longtemps que ça fait 4 ans, mais je n'ai jamais vu une telle mobilisation des lobbies sur un texte au Parlement européen. Pour ne prendre qu'un seul exemple, on a une députée qui n'a absolument pas participé aux négociations et qui du jour au lendemain s'est réveillée à déposer des dizaines d'amendements. Et on a découvert, parce qu'on allait regarder un peu pour qui elle travaillait, sa déclaration d'intérêt. Alors vous savez, parlementaire européen, c'est un salaire avec lequel on vit très mal. Ceci est ironique, au cas où vous me preniez au sérieux. Et tellement mal que, eh bien, elle est rémunérée entre 1 000 et 5 000 euros, puisque c'est des déclarations de fourchette, pour travailler pour 2 entreprises. Un cabinet d'avocats qui défend l'entreprise Chevron, qui est mise en cause pour violation des droits humains. Et elle travaille pour une autre entreprise fossile. Pardon? Donc entreprise fossile Chevron. Exactement, entreprise fossile, pardon, j'aurais dû préciser. Et elle travaille aussi pour un cabinet d'avocats, pour une entreprise allemande qui est mise en cause dans l'effondrement d'un barrage au Brésil qui a fait 270 morts. Tout ça, elle a la modique somme de quelques milliers d'euros par mois, qui fait qu'à la fin, elle ne rend plus des comptes aux électeurs qui sont censés l'avoir élue, mais à ces entreprises-là. Et donc, elle a déposé beaucoup d'amendements pour saper ce texte. J'en arrive à la conclusion de où est-ce qu'on en est. Ce texte, on s'est battu au Parlement européen. On a eu une faible majorité qui nous a permis d'avoir un texte ambitieux. Ambitieux parce qu'il couvre toute la chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire que les entreprises pourront plus se cacher en disant « c'est mon fournisseur, c'est ma filiale, c'est mon sous-traitant, j'en sais rien ». Non, ce sera sur toute la chaîne d'approvisionnement, contrairement à ce qu'avait proposé la Commission. Deuxièmement, un accès à la justice pour les victimes. Qu'une victime, que ce soit un paysan ougandais, que ce soit un Ouïghour à l'autre bout du monde qui veut se retourner contre une entreprise comme Shein qui fait du travail forcé, ces victimes-là pourront déposer plainte auprès d'un tribunal européen pour dire qu'il y a eu violation des droits humains. Et je pense que c'est un des éléments les plus importants de se dire que, enfin, les victimes pourront avoir accès à la justice. Et dernière chose, dans l'outil dissuasif, c'est que le texte prévoit aussi des sanctions financières qui vont jusqu'à 5% du chiffre d'affaires et qui est un outil pour transformer l'économie. Parce que des entreprises de l'ESS, a fortiori des entreprises licornes, j'imagine que vous n'êtes pas trop inquiets par le fait de vous retrouver devant des tribunaux parce que vous avez violé les droits humains ou parce que vous avez saccagé l'environnement. Et donc, vous ne vous exposez pas à ces risques financiers auxquels des entreprises comme Total, ne pensez pas que j'ai une obsession pour elle, il y en a plein d'autres,
aujourd'hui prennent un risque et pourraient se retrouver à payer. Ce texte, pour finir, on est maintenant dans la dernière étape, et j'y étais ce matin encore à Bruxelles, qui est la négociation entre le Parlement, la Commission européenne et les États membres. Et on espère réussir la négociation d'ici la fin du mandat. Mais en embuscade, il y a des États comme la France qui essaient de dédouaner la responsabilité du secteur financier. Donc la bataille va être rude dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et j'espère qu'au passage, on glanera un peu de soutien dans cette salle. Au moment où il faudra que les citoyens fassent irruption dans ces salles bien trop opaques, auxquelles je souhaiterais plus souvent qu'on entende des entreprises de l'ESS que les grandes entreprises multinationales qui font encore trop souvent la loi au niveau européen. Alors, on vient de faire un tour d'horizon assez dense, il faut le noter, donc tous les leviers à actionner pour aller vers une économie post-croissance. Et à la fois, on ne peut pas faire l'économie justement de parler aussi des blocages qui sont face à nous. C'est-à-dire qu'il y a ces leviers-là, mais après, il faut encore pouvoir les actionner. Donc la question que j'aimerais poser, mais là de façon un peu plus générale, donc répond qui veut et puis on rebondit et c'est un peu plus spontané. Quels sont les principaux blocages auxquels on fait face aujourd'hui pour transformer l'économie et comment est-ce qu'on peut les dépasser? Parce que l'idée, je vous rappelle, on est quand même censé trouver une solution pour changer le monde et il nous reste 45 minutes. Donc voilà, l'idée, c'est quand même aussi qu'on soit vers les solutions. Non, bon, alors des obstacles, il y en a plein. Hein. D'abord, il y a un monde très organisé qui résiste. On parle de Total, on parle du monde financiarisé. Il est très organisé, il pèse partout. Et donc, on a un obstacle qui s'appelle les lobbies qui jouent cette carte-là. Donc, c'est quand même extrêmement compliqué de mener cette bataille. Et on le voit quand on attaque un travail législatif à l'Assemblée nationale. On a un gouvernement aujourd'hui qui est rempli de ces lobbyistes. C'est-à-dire que c'est François Ruffin qui disait ça une fois. Avant, il y avait le gouvernement, les lobbyistes. Maintenant, il n'y a plus besoin. Le gouvernement lui-même assure le lobbying. C'est-à-dire qu'on a dans le gouvernement, regardez la ministre de la Transition énergétique qui s'est fait un peu prendre les mains dans le pot de confiture avec un papa qui détenait une entreprise dans les fossiles. On peut aller chercher comme ça. Il y en a plusieurs. Donc on a Renaud qui a une conseillère en communication qui travaillait pour l'agro-industrie juste avant. On pourrait parler de Mme Schiappa, qui a des relations personnelles qui se sont transformées et l'impact sur les liens avec... Voilà, bref. Et on pourrait parler du secrétaire d'État à la mer. Enfin bref, à peu près partout. Donc on a quand même un obstacle là. On a un autre obstacle qui est comment on fait collectif et où est-ce qu'on arrive à faire collectif. Pour moi, c'est central. Je voudrais donner un exemple positif pour dire que certains arrivent à franchir les obstacles et je crois profondément que le rôle des syndicats est central. D'ailleurs, il y a des études qui démontrent que le sens au travail, la qualité du travail est en corrélation avec le niveau de syndicalisation. Il y a une étude européenne, je ne sais plus qui l'a fait, mais qui montre que plus finalement on trouve du sens à son travail, plus il y a de démocratie dans l'entreprise, plus il y a de syndicalisme. Et donc je trouve que c'est important de le dire à un moment où on peut se dire qu'il y a une perte là-dessus. Moi, je voudrais citer le collectif ICAR. Je ne sais pas si vous connaissez le collectif ICAR, et la CGT connaît, puisqu'elle a travaillé avec ce collectif. Ce sont des salariés de l'aéronautique de Toulouse à l'origine, puis maintenant de l'automobile, ça s'appelle les ateliers d'ICAR, et qui se sont dit notre activité, elle ne va pas tenir. Elle ne peut pas tenir en l'état où elle est, et qui ont engagé un travail de transformation, de réflexion sur le transfert de leurs compétences vers d'autres domaines, sur le changement de leur métier. Aujourd'hui, ils réfléchissent à une proposition que je trouve intéressante, qui s'appelle la coactivité, c'est-à-dire travailler moins dans leur entreprise et dégager une journée qui pourrait être collectivisée pour rendre des services écologiques et sociaux dans notre société. Je trouve que c'est des voies à explorer, et c'est des gens qui ont pris en main, qui ont fait collectif, qui commencent à s'élargir. On regarde ça de trop loin. Mais je trouve là qu'il y a des voies très intéressantes pour faire émerger d'autres conceptions de travail, pour transformer l'économie. Parce qu'elle ne se transformera pas que par le haut. Elle se transformera aussi à l'intérieur de l'entreprise, par ce qui va se passer dans les territoires, par ces collectifs qui vont penser cette transformation, par l'ESS qui ira porter son modèle aussi en d'autres endroits. Je crois que c'est par là que ça va passer. Donc il faut faire collectif. Et aujourd'hui, quand tout nous pousse à être individualisés, c'est quand même un obstacle. Voilà. Et c'est en tout cas un enjeu et un obstacle. Alors justement, par rapport à ça, Fabienne Tato, Thomas Coutreau, il y a un peu la question, on l'a évoqué quand on s'est eu au téléphone, sur est-ce qu'aujourd'hui, il faut, comme l'ont fait par exemple les élèves de Paris Agro Paris Tech, une grande désertion
pour changer totalement les entreprises, ou une grande rébellion de l'intérieur, ou les deux à la fois, parce que bon, c'est rarement aussi binaire, mais... Je crois qu'il y a besoin de construire parce que la réalité de notre monde aujourd'hui, c'est que l'économie actuelle, elle est gouvernée par les grands groupes qui sont les donneurs d'ordre des petits groupes, des PME. Et donc, c'est elles qui donnent le là. Et elles sont dans un système capitaliste avec des règles de marché, des règles de profit maximum. Et elles ont fait toute leur activité sur le postulat faux que les ressources sont inépuisables, ce qui est loin d'être le cas. Et donc aujourd'hui, ces grandes entreprises qui sont là, qui existent, qui donnent le là à notre activité, on ne peut pas y échapper. Il faut bien les changer de l'intérieur. Parce que si on ne le fait pas, le monde ne changera pas et on court à notre perte. Et si on ne le fait pas, les salariés qui sont en attente, moi j'ai plusieurs sondages qui le prouvent avec de très hauts niveaux, plus de 80% des salariés attendent de pouvoir intervenir dans l'entreprise, d'avoir une entreprise dont la finalité a du sens pour eux. Et chez les jeunes, ces taux sont encore plus importants. Il faut donc agir de l'intérieur pour pouvoir réellement changer les choses. Donc nous, ce qu'on a... Alors, il y a des freins. Les freins, c'est que les droits nous ont été réduits. De fait, les syndicats sont moins proches de vous parce qu'ils sont happés par du dialogue social dans le cadre des CSE ou des CSA dans les administrations qui les éloignent de vos bureaux. Donc, moi, je dis d'abord, allez à leur rencontre. On a besoin de se rencontrer. Et puis après, d'un côté pratico-pratique, il faut vraiment se mettre au travail. C'est ce que je disais dans ma première intervention. Et donc, moi, je vous ai laissé un petit flyer pour présenter notre outil. Mais pourquoi, moi, je vous appelle à le développer là où vous êtes? Cet outil, d'abord, ça permet d'aller chercher de l'information qu'aujourd'hui, on ne donne pas. Et le premier élément pour intervenir, pour pouvoir agir, c'est disposer de l'information. Donc, première étape, on a un questionnaire qui permet à vos élus et aux syndicats CGT dans votre entreprise, s'il existe, d'aller questionner la direction pour obtenir cette information. Et déjà, là, il y a un effet très important, c'est que vos élus prennent conscience de l'état de la situation dans laquelle est leur entreprise, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc, en fait, aussi, comme ça, on recentre le travail syndical sur quelque chose qui est extrêmement important. Dans la deuxième étape, on vous consulte. Et dites-moi combien de fois, réellement, les syndicats vous consultent, et non seulement vous consultent, mais partent de ce que vous avez proposé pour construire. Nous, c'est ce qu'on fait. On change la donne, sachant que ce n'est pas en vous consultant qu'on va ensuite tout seul décider de ce qu'on veut faire, mais là, on est vraiment dans la démarche de la CGT qui nous différencie d'autres syndicats. On vous consulte et on vous propose ensuite que ce soit vous qui décidiez des solutions à mettre en œuvre dans l'entreprise. Et ça, je vous assure que quand on connaît la vie dans le travail et la manière de fonctionner des syndicats, ce n'est pas monnaie courante. Et enfin, quatrième étape, on va porter les revendications, on va vous le faire savoir, on va vous tenir informé, et puis on va faire de la formation, on va entretenir le début d'engagement des salariés sur le sujet. Et ce qu'on propose de faire, c'est que ces 4 étapes qui vont permettre de constituer le bilan écologique de l'entreprise et de faire remonter de véritables propositions très concrètes, à la fois sur les conditions de travail, mais aussi sur la stratégie des entreprises. On va le refaire chaque année et on va comme ça de plus en plus, serrer au collet les directions d'entreprise pour qu'elles changent leur stratégie et surtout anticipent les transformations pour que vous ne vous retrouviez pas demain pris dans un PSE, dans un plan soi-disant de sauvegarde de l'emploi, mais en gros mis à la porte. Et puis aussi qu'elles agissent sur l'impact qu'elles ont sur leur environnement, ce qui est aussi très important. Voilà, donc dans les freins majeurs qu'on a, c'est reconquérir des droits d'intervention, c'est avoir des protections pour que vous puissiez intervenir éventuellement avec un droit d'alerte, un droit de refus si on vous demande de faire des choses qui sont contre votre éthique professionnelle. Et puis on a besoin évidemment de moyens financiers, de moyens humains pour faire ce travail. Par rapport donc à cette question de intérieur-extérieur, il y a quand même, on voit qu'il y a énormément de blocages, c'est-à-dire que les citoyens, les salariés peuvent essayer d'avoir une influence sur la direction de l'entreprise, mais quand on parle des normes multinationales, c'est quand même vraiment
autre chose. Moi, j'entendais récemment l'histoire de quelqu'un qui travaillait au développement durable chez Decathlon et on lui avait dit que sa mission pour les prochaines années, c'était de réconcilier croissance et planète. Et lui a dit, bah non, désolé, c'est pas possible, donc moi, je m'en vais. Il y a quand même une vraie question autour de ça, c'est-à-dire, est-ce que on veut aujourd'hui qu'il y ait de plus en plus de multinationales qui soient vertes et qui, sous prétexte d'être vertes, continuent en fait à détruire la planète avec exactement les mêmes choses, mais un peu mieux déguisées en quelque sorte. Enfin, je pense que pour essayer de résumer ma question, c'est est-ce qu'on a envie que McDonald's fasse plus de frites de légumes et du bio, quoi? Je peux. Oui, la question était dirigée vers vous. Parce que je me sens tellement d'accord. Je crois que le capitalisme est incompatible avec la transition écologique. Je le crois parce que je crois que la rationalité du capitalisme est une rationalité de croissance basée sur la destruction de biens dont on sait qu'ils sont aujourd'hui finis. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on soit le plus clair possible à chaque fois que nous parlons. Quand on dit qu'il peut y avoir une sortie dans un capitalisme vert, nous sommes en train de mentir aux gens. Donc moi, je suis pour que nous cessions de mentir aux gens. La situation écologique qu'on connaît aujourd'hui résulte directement de nos modes d'exploitation et de production et de consommation. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, clairement, la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait pour en sortir et comment est-ce qu'on y arrive. Et là, c'est vrai qu'on bute sur un os qui est celui, mais je ne vais pas le redire, d'intérêts organisés de façon si puissante que nous sommes face à eux, pour l'instant, assez démunis. Donc moi, je crois, l'idée que j'ai envie de défendre, c'est de se dire, plutôt que de chercher à attaquer ces modes de production de face, parce qu'ils sont plus puissants que nous, travaillons plutôt sur une transformation du désir. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille sur qu'on rend désirable, et je crois qu'il faut que, finalement, on réussisse non pas à se dire on va détruire le capitalisme, il faut qu'on se dise on va le ringardiser. On va le ringardiser parce que ce qu'il nous propose, en fait, nous n'en voulons plus. Ce n'est pas la façon dont nous avons envie d'habiter le monde. Est-ce qu'on a du plaisir à aller à Rome sur un week-end en montant dans un avion dans lequel on se fait fouiller 2 fois, on traverse des paysages qu'on ne comprend pas, on arrive dans une culture qu'on n'a pas vue arriver, on y est 2 jours sur place et en fait, on n'a rien compris à rien. Alors moi, ça ne me provoque plus aucun désir. Par contre, traverser la France, les Alpes, en train, voir le paysage qui défile, sentir la chaleur qui, petit à petit, se transforme, entendre les accents qui évoluent. Oui, ça me plaît, et ça, on peut le faire en train. Et là, permettez-moi de revenir un petit peu à ce qu'on essaye de faire chez les licornes. Chez les licornes, on a une super licorne qui s'appelle Raikop. Raikop est en train d'essayer de construire, et c'est difficile, est en train d'essayer de construire des réseaux, des transports en train qui n'existent plus. C'est génial. L'idée est géniale. On vient d'accueillir ce matin Wincop. Wincop, ils se disent, on va faire du fret à la voile. Mais c'est génial, un bateau. Voyez l'image, s'il vous plaît. Un paquebot voilé qui traverse la mer. Mais c'est ça dont on a envie. Donc moi, ce que je vous propose, là, tous ensemble, c'est surtout qu'on soit fiers de ces désirs qu'on a et qu'on soit finalement extrêmement exigeant quant à ce qu'on accepte comme déroutement de nos propres désirs. Moi, je ne veux plus que ce qui me passionne, c'est-à-dire rencontrer les hommes, les femmes, c'est-à-dire traverser les paysages, c'est-à-dire lire, c'est-à-dire voir mes amis, etc. Je ne veux plus que ce désir-là soit amoindri. Donc, mais j'ai fini de dire ce que je voulais dire. Il n'y a pas de chute, très bien. Alors, évidemment, il y a cette question du désir et en même temps, il y a la question de l'organisation de notre société. Et c'est vrai que aujourd'hui,
malheureusement, on va plutôt vers des entreprises qui se verdissent à moitié et des entreprises qui continuent à faire énormément de profit sur la destruction de la planète. Les 3 entreprises les plus rentables au monde aujourd'hui sont des multinationales fossiles. Donc, je me tourne à nouveau vers vous, Manon Aubry, sur la question aussi justement des leviers politiques que peuvent créer, enfin des leviers juridiques ou politiques que peuvent créer les lois. Récemment, Total a été attaqué en justice par des ONG en vertu de la loi sur le devoir de vigilance française. Finalement, les ONG ont été ont perdu, ont été déboutées. Enfin, leurs demandes ont été déclarées non recevables. Donc, d'une certaine manière, comment est-ce qu'on peut essayer de construire une autre économie quand on a cette économie destructrice qui tient si bien, en fait, en quelque sorte? 1, 2, 1, 2. Oui, vous m'entendez. Déjà, c'est la preuve que la loi française est insuffisante. Et là, c'est la raison pour laquelle, ça fait lien avec mon intervention tout à l'heure, on a besoin d'un texte qui soit beaucoup plus solide au niveau européen. Et c'est ce à quoi on s'emploie et j'espère ce à quoi on aboutira définitivement d'ici les prochaines semaines. Mais moi, je pense qu'en effet, il y a un truc plus méta auquel on s'attaque, qui est notre système économique et les dogmes sur lesquels il est assis. Et je dois dire qu'en siégeant à l'échelon européen, je suis particulièrement témoin de cela. Et je vois 2 freins en particulier qui organisent ce modèle économique destructeur où finalement, c'est la course avant tout au profit, quel que soit l'impact climatique et quel que soit l'impact sur la vie des gens. Et ces 2 problèmes sont les suivants. Le premier, on l'a un peu abordé au début, c'est la recherche de la croissance à tout prix. En Europe, les règles budgétaires qui organisent les budgets des États membres de l'Union européenne, c'est pas rien, sont organisées dans un texte qui s'appelle le texte de stabilité et de croissance. C'est écrit dès le titre que l'objectif, c'est d'atteindre un niveau de croissance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en pleine crise sanitaire, quand même, ils se sont rendus compte que ces règles n'étaient peut-être pas les plus formidables du monde et ils les ont suspendues. Et elles sont suspendues à l'heure actuelle jusqu'à la fin de cette année. Et c'est intéressant parce qu'on voit à quel point le capitalisme peut produire sa propre destruction. À ceux qui disent qu'on n'aime pas l'Union européenne, j'ai envie de dire, mais c'est le modèle libéral européen qui court à sa propre perte et qui fait qu'à la fin, on a des États qui doivent faire des coupes dans leur budget de santé, dans leur budget de protection sociale, comme on le voit en France, notamment avec la réforme des retraites. Et l'Union européenne, elle a un peu à cette croisée des chemins. Elle a remis en question ce dogme et puis très vite, on voit que le naturel revient au galop puisque la Commission européenne a proposé une révision de ces règles dans laquelle elle donne un petit peu plus de flexibilité aux États membres, mais surtout, elle ne remet pas en question, 1, l'objectif de croissance, 2, la réduction des déficits de 3% et des dettes de 60%, qui n'a aucun sens économique et aucun sens concret. Et le deuxième obstacle que je voulais mentionner, c'est la question commerciale. C'est la question de quel modèle commercial on veut privilégier. Est-ce qu'on veut acheter des produits qui ont fait 4 fois le tour de la planète avant d'arriver dans notre assiette ou dans notre caddie, ou est-ce qu'on veut un truc qui a été produit localement? Et là aussi, le modèle développé par l'Union européenne est celui du tout concurrence et du libre-échange à tout prix. Et je vous prends un seul exemple, c'est un texte qu'on va voter au mois de novembre prochain. Donc voilà, j'essaie de vous faire des trucs d'actu pour vous forcer à vous impliquer et vous montrer qu'il y a des enjeux politiques et que tout ça n'est pas gagné, mais n'est pas perdu non plus. C'est un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. On ne fait pas plus loin quand on est français, la Nouvelle-Zélande. Et devinez avec quoi et pourquoi on va abaisser les barrières douanières? De l'agneau et du lait. Pardon, mais la France ne produit pas suffisamment d'agneaux et de lait? Et on va importer du lait qui vient de l'autre bout de la planète alors que nos producteurs de lait crèvent la dalle en France, que nos agriculteurs n'arrivent pas à vivre. Et puis, on va foutre du lait sur des cargos. Je vous passe l'impact climatique de cela, quand bien même on le ferait avec des voiles, ce qui n'est pas le cas. Et en plus de cela, la Nouvelle-Zélande, je vous donne dans le mille, n'a pas les mêmes normes environnementales, et notamment a autorisé l'atrazine qui fait partie des pesticides qui sont interdits sur le sol européen. Et tant qu'on aura ce modèle du libre-échange et ce modèle de croissance qu'on n'arrivera pas à remettre en question et sur lesquels l'Union européenne continuera de s'asseoir, promouvoir, sans jamais se dire qu'un autre modèle économique est développable,
alors on sera condamné à avoir des entreprises qui font des super profits sur la destruction de la planète. Et c'est le cas de Total. Et je vais faire un peu de provoque puisque ça a fait de l'actualité. Et on sera condamné à accepter la lutte contre la pauvreté avec des dons et de la charité des plus riches de notre pays qui ne payent pas leur juste part d'impôts. Et ça, je pense qu'on n'est pas condamné à l'accepter et que ce modèle économique, il commence par attaquer le modèle du tout croissance et de tout libre-échange, mais aussi et avant tout faire en sorte qu'on ait un modèle fiscal qui soit juste socialement et qui permet de construire et de financer ce modèle économique que nous voulons. Merci beaucoup à tous les 5. Maintenant, j'aimerais bien donner la parole à la salle parce que je pense qu'on ne peut pas parler de transformer la société, de démocratie, sans échanger aussi avec les personnes qui sont là. Merci à toutes et tous d'être venus ce soir et vous pourrez retrouver ce débat en replay sur Blast. Merci beaucoup.